Néphropathie glomérulaire. Connaître les modalités du diagnostic d'une néphropathie glomérulaire. Diagnostiquer une néphropathie glomérulaire, on évoque un syndrome glomérulaire devant l'un ou les deux signes suivants: protéinurie glomérulaire dépistée par la bandelette, confirmée par le dosage en grammes par gramme de créatinurie ou en milligrammes par millimol de créatinurie ou grammes par 24 heures, composée d'au moins 60% d'albumine, une hématurie microscopique avec plus ou moins des hématies déformées ou des cylindres hématiques, une macroscopie totale indolore et sans caillot. Trois autres signes peuvent être associés: hypertension, œdème, insuffisance rénale aiguë ou chronique. Connaître les différents types de syndrome glomérulaire. La combinaison de ces signes permet d'identifier 5 syndromes glomérulaires indiqués dans le tableau 1. Y sont aussi indiquées les maladies rénales les plus souvent exprimées par ces syndromes. Donc 5 syndromes glomérulaires. Le syndrome d'hématurie macroscopique récidivante, qui se compose de signes cliniques qui sont l'hématurie macroscopique récidivante plus ou moins une hématurie microscopique entre les épisodes, une protéinurie et une HTA. L'atteinte rénale sera composée d'une néphropathie à IgA primitive, également appelée maladie de Berger ou un syndrome d'Alport. Deuxième syndrome, le syndrome de glomérulonéphrite chronique avec une protéinurie glomérulaire plus ou moins hématurie avec une hypertension, une insuffisance rénale et qui composent toutes les glomérulopathies chroniques. Le syndrome néphrotique se définit par une protéinurie supérieure à 3 grammes par 24 heures avec une albuminémie inférieure à 30 grammes par litre, plus ou moins une hématurie, une HTA et une insuffisance rénale. Nous avons les syndromes néphrotiques idiopathiques, lésion glomérulaire minime, HSF primitive, la glomérulonéphrite extramembraneuse, la glomérulonéphrite lupique, l'amylose, la néphropathie diabétique. Quatrième syndrome glomérulaire, le syndrome néphritique aigu, avec un tableau brutal en quelques jours, des œdèmes, un anasarque, une hypertension, une hématurie microscopique ou macroscopique, une protéinurie, une IRA modérée et une oligurie. C'est une glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse supérieure à 12 jours après une infection bactérienne ou non suffisamment traitée par antibiotiques. Le syndrome de glomérulonéphrite rapidement progressive, ce sont des urgences: insuffisance rénale rapidement progressive, hématurie, protéinurie. Donc ce seront toutes les causes de polyangéite microscopique, granulomatose avec polyangéite, ce qu'on appelle le Wegener, la maladie de Goodpasture, ou toute autre glomérulonéphrite proliférative extracapillaire dont le lupus. Connaître la fréquence et l'épidémiologie des maladies glomérulaires. Donc, le syndrome néphrotique à lésion glomérulaire minime est la principale cause de syndrome néphrotique chez l'enfant, 90% avant 8 ans. Elle est plus rare chez l'adulte, 10% des syndromes néphrotiques de l'adulte. Il y a une prédominance masculine. La glomérulonéphropathie extramembraneuse est la première cause de syndrome néphrotique chez l'adulte, 40% des cas. En dehors de la néphropathie diabétique, elle est à prédominance masculine. La néphropathie à IgA, la plus fréquente des glomérulonéphrites primitives sans cause extrarénale, cinquième cause d'insuffisance rénale chronique terminale en France, essentiellement l'adulte jeune, prédominance masculine. La néphropathie diabétique, la plus fréquente des néphropathies glomérulaires secondaires, c'est la première ou la deuxième cause d'insuffisance rénale chronique terminale en France. Et les néphropathies lupiques, l'atteinte rénale est observée chez 40% des patients atteints de lupus. Les principales étiologies des maladies glomérulaires. Connaître les principales étiologies des maladies glomérulaires. Elles sont recherchées de façon systématique devant tout signe d'atteinte glomérulaire. L'interrogatoire, l'examen clinique et les examens biologiques peuvent orienter le diagnostic. Celui-ci est confirmé par l'examen histologique du parenchyme rénal. Principales entités pathologiques pouvant se compliquer de néphropathie glomérulaire. Donc nous avons les infections bactériennes aiguës ou chroniques qui donnent des glomérulonéphrite aiguës post-infectieuses, des poussées de néphropathie à IgA ou une amylose A1 en cas d'infection chronique, les infections virales VIH qui donnent l'HIV, l'hépatite B qui donne la glomérulonéphrite extramembraneuse et l'hépatite C qui donne le rein de cryoglobulinémie.
ou une glomérulonéphrite extramembraneuse. Le diabète peut donner la néphropathie diabétique, les vascularites qui se traduisent par une altération de l'état général, des myalgies, des arthralgies, un purpura vasculaire, un lilet d'eau, une hémorragie alvéolaire, une dyspnée, une hémoptysie, une hémorragie digestive, un épistaxis, une rhinite croûteuse, des sinusites, des signes neurologiques, une uvéite, une épisclérite, les vascularites à Anka, polyangite microscopique et granulomatose avec polyangéite. Les anticorps anti-MBG, maladie de goût de pasture. Donc ce sont tous les syndromes de GNRP. Le lupus donne les glomérulonéphrite lupiques selon leurs classes différentes. Les maladies inflammatoires donnent des néphropathies AIGA et de l'amylose AA. Les gammapathies monoclonales donnent des syndromes néphrotiques plus ou moins avec insuffisance rénale, des amyloses AL ou autres maladies à dépôt d'immunoglobulines, les maladies génétiques qui peuvent se traduire par des antécédents familiaux, des surdités, un lenticone, peuvent se traduire par un syndrome d'Alport. Connaître les principales indications de la ponction biopsie rénale, les contre-indications, les modalités et les complications de la ponction biopsie rénale. Donc, les indications sont les syndromes de néphropathie glomérulaire, à l'exception des 4 cas suivants. Syndrome néphrotique pur chez un enfant âgé de 1 à 10 ans, une néphropathie diabétique au fond d'œil sans hématurie chez un patient ayant un diabète connu, une amylose documentée sur une biopsie non rénale, notamment les glandes salivaires, une glomérulopathie héréditaire déjà documentée dans la famille. L'intérêt est diagnostique et thérapeutique et pronostique. Les contre-indications, très important, rein unique, hypertension mal contrôlée, contre-indication jusqu'au contrôle de l'hypertension, les anomalies anatomiques, kystes multiples, reins en fer à cheval, suspicion de périarthrite noueuse, une pyélonéphrite aiguë qui est une contre-indication temporaire, les troubles de la coagulation que l'on dépiste par l'interrogatoire, l'ANFS, le TPTCA, l'étude de l'hémostase primaire plus ou moins, les antiagrégants plaquettaires sont arrêtés, aspirine 5 jours, clopidogrel 10 jours avant le geste. En cas de trouble de l'hémostase, envisagez une PBR par voie transjugulaire. Modalité recherchée, une contre-indication, hospitalisation indispensable, information du patient sur les bénéfices et les risques de la procédure, effectuer une détermination du groupe sanguin et RAI, biopsie percutanée sous contrôle échographique, anesthésie locale, 2 prélèvements pour études en microscopie optique ou en immunofluorescence avec parfois un prélèvement supplémentaire pour la microscopie électronique, suspicion d'Alport ou de maladie à dépôt d'immunoglobuline. Quelles en sont les complications? Saignement, en chronique, des fistules artério-veineuses, souffle, HTA, fibre de rupture. Connaître les principales lésions glomérulaires élémentaires, prolifération, dépôt, sclérose. Donc, les lésions glomérulaires élémentaires sont étudiées par le microscope optique utilisant les colorations trichome et argentique, l'examen par immunofluorescence qui utilise des anticorps dirigés contre les IgG, les IgA, les IgM, le C3, le C1q, les chaînes légères d'immunoglobuline kappa et lambda et la fibrine, et la microscopie électronique. Il y a 4 lésions glomérulaires élémentaires, la prolifération cellulaire, la sclérose, la cicatrice fibreuse remplaçant la totalité du glomérule détruit, glomérule sclérodien pas à cacheter, ou une partie du glomérule détruit, les dépôts de chaînes d'immunoglobuline ou de compléments. Les autres dépôts peuvent être hyalins, amyloïdes, protéines, matrices extracellulaires, glycosylées. Donc on a des proliférations cellulaires qui peuvent être mésangiales, endocapillaires ou extracapillaires. Connaître les principales caractéristiques histologiques des néphropathies glomérulaires les plus fréquentes.
Donc, syndrome de lésion glomérulaire minime, pas de prolifération, pas de dépôt. Glomérulopathie extramembraneuse, pas de prolifération. Et on a un dépôt d'IgG et de C3 sur le versant externe de la MBG, avec un aspect granuleux. La néphropathie AIGA, on peut avoir une prolifération qui va être dans les 3 compartiments, avec des dépôts mésangiaux et endocapillaires. Le lupus systémique, on trouvera des proliférations également de partout, avec des dépôts de tout ce qui peut être déposé, qui peuvent être mésangiaux, capillaires ou extramembraneux, selon la classe de la glomérulonéphropathie lupique. Les vascularites associées aux ANCA auront une prolifération extracapillaire sans dépôt. La maladie de Goodpasture aura des dépôts linéaires d'IgG le long de la MBG avec une prolifération extracapillaire. Et les glomérulonéphrites aiguës post-infectieuses auront une prolifération endo- et extracapillaire avec un dépôt de C3 en ciel étoilé, plus ou moins des IG et des humps. Connaître les éléments cliniques et biologiques conduisant à suspecter un syndrome néphrotique à lésion glomérulaire minime. Le syndrome néphrotique à lésion glomérulaire minime se traduit par un début brutal, un syndrome néphrotique le plus souvent pur, des douleurs abdominales fréquentes chez l'enfant et des complications du syndrome néphrotique, thrombose, infection. Le diagnostic de certitude est histologique, notamment il est à remarquer que chez l'enfant, la biopsie rénale n'est pas réalisée si le syndrome néphrotique est pur, l'âge étant entre 1 et 10 ans, le syndrome néphrotique est corticosensible, il n'y a pas d'antécédent familial de néphropathie, il n'y a pas de signes extra-rénaux et le complément sérique est tout à fait normal. La biopsie rénale montre des glomérules optiquement normaux sans dépôt. La microscopie électronique montre une fusion des pieds des podocytes. Il faut savoir rechercher une cause, AINS, traitement par interféron, maladie de Hodgkin et lymphome non-hodgkinien. En l'absence de cause, le SNLGM appartient, comme la hyalinose segmentaire et focale, à une entité appelée syndrome néphrotique idiopathique. Connaître les principes du SNLGM et du traitement. Le traitement est symptomatique. On réalise une corticothérapie orale à forte dose et prolongée avec traitement adjuvant, diététique, calcium, vitamine D. Connaître les principaux modes évolutifs. Alors, il y a 3 possibilités. Une corticosensibilité dans 90% des cas, avec disparition de la protéinurie. Une rechute après l'arrêt du traitement est possible dans 50% des cas, avec nécessité d'une reprise de la corticothérapie. Il y a également une corticodépendance, rechute après corticosensibilité survenant lors de la diminution de la corticothérapie ou rapidement après son arrêt. Nécessite souvent l'adjonction d'un immunosuppresseur ou d'un immunomodulateur. La corticorésistance représente la non-réponse dans 10% des cas et risque l'insuffisance chronique terminale à 5 ans. Connaître les éléments cliniques et biologiques conduisant à suspecter une gemme. Donc la gemme est dans plus de 85% des cas traduite par un syndrome néphrotique impur. Le diagnostic repose sur la biopsie rénale en microscopie optique, une absence de prolifération, une MBG normale et épaissie ou spiculée sur son versant externe, en immunofluorescence des dépôts extramembraneux granuleux constitués d'IgG et de C3. Les gemmes présentent souvent des dépôts extramembraneux d'IgG ciblant au même endroit un auto-antigène d'expression podocytaire, dans une grande majorité des cas le récepteur de la phospholipase A2. On détecte ces IgG anti-PLA2R dans le sérum. Parfois, on porte le diagnostic de gemme sans biopsie rénale devant l'association syndrome néphrotique et anticorps sériques anti-PLA2R. La gemme peut être primitive ou secondaire, 85 et 15% des cas. Principale cause des gemmes secondaires, les cancers solides, surtout si plus de 50 ans, avec les cancers du poumon, du sein, du côlon et les mélanomes, le lupus, qui représentera les femmes de 20 à 55 ans, le syndrome de Sjögren, la thyroïdite, l'hépatite B, C, syphilis, lèpre, filariose ou les AINS. Les complications seront celles qui sont liées au syndrome néphrotique et la complication spécifique est la thrombose des veines rénales.
Connaître les éléments cliniques ou biologiques devant faire suspecter une néphropathie AIGA. La néphropathie AIGA est diagnostiquée par une hématurie macroscopique récidivante sans caillots ni douleur, typiquement 48 heures après un épisode infectieux ORL, le syndrome de glomérulonéphrite chronique. Une hématurie microscopique isolée. Les autres présentations peuvent être un néphrotique impur avec hématurie HTA ou un GNRP. Le diagnostic repose sur une biopsie rénale avec des dépôts mésangiaux d'IgA et de C3 et une prolifération concernant les 3 compartiments. Le diagnostic étiologique, elle peut être secondaire à une cirrhose, aux maladies inflammatoires chroniques, aux spondyloarthropathies, aux néphropathies à IgA du purpura rhumatoïde, aux vascularites systémiques à IgA, plus fréquents chez l'enfant. On aura des signes extra-rénaux de vascularite avec purpura vasculaire, arthralgie, douleur abdominale et des myalgies. La NIGA est parfois sévère avec un syndrome de glomérulonéphrite rapidement progressive. Les formes les plus sévères nécessitent une corticothérapie à forte dose. Les néphropathies à IgA primitives ou maladies de Berger. S'il n'y a pas de cause retrouvée. Connaître les principaux facteurs pronostiques de la néphropathie à IgA. Donc c'est très variable, la maladie progresse très lentement. 20 à 30% des patients développent une insuffisance terminale dans les 20 ans. Facteurs de mauvais pronostic sont présence d'une insuffisance rénale au diagnostic, sévérité de l'hypertension, importance de la protéinurie, sexe masculin, sévérité de la prolifération et sclérose et fibrose à l'histologie. Connaître les éléments cliniques et biologiques conduisant à suspecter une glomérulonéphrite rapidement progressive. Les glomérulonéphrites rapidement progressives sont l'ensemble des glomérulonéphrites s'exprimant par le syndrome de GNRP, insuffisance rénale rapidement progressive, protéinurie, hématurie, qui sont très graves avec des urgences diagnostiques et thérapeutiques. La biopsie rénale doit être réalisée en urgence. Elle montre une glomérulonéphrite proliférative extracapillaire avec croissant extracapillaire et détermine le type de GNRP qui orientera secondairement vers le diagnostic étiologique. Donc type 1, dépôt anti-MBG. Nous avons des dépôts linéaires d'IgG sur la MBG. C'est la maladie de goût de pasture avec des anticorps anti-MBG. Type 2, des dépôts immuns non linéaires, endomembraneux et granuleux d'IgG ou de compléments. Néphropathie à IgA primitive et purpura rhumatoïde, cryoglobulinémie, lupus systémique, glomérulonéphrite et infection bactérienne, cryoglobuline, AAN, anti-ADN, baisse C3, C4 sauf pour les NIGA et les types 3 post-immunes, il n'y a pas de dépôt et ce seront la granulomatose avec polyangéite ou la polyangéite microscopique avec des ANCA anti-MPO ou anti-PR3. Donc la GNRP de type 1 est due à la présence d'un auto-anticorps anti-MBG circulant pathogène et fixé de façon linéaire le long de la MBG et de la membrane alvéolaire pulmonaire. Elle est plus fréquente chez l'homme jeune, fumeur ou le sujet âgé. Les signes pulmonaires souvent révélateurs, toux, dyspnée, détresse respiratoire, hémoptysie inconstante et sur l'imagerie infiltrats bilatéraux témoignant d'une hémorragie alvéolaire avec des sidérophages au LBA. Les manifestations rénales seront un syndrome de GNRP avec insuffisance rénale sévère, souvent oligo-anuréique. Le diagnostic repose sur la détection d'anticorps anti-MBG circulant et la biopsie rénale qui retrouve une GN avec croissant épithéliaux et des dépôts linéaires d'IgG le long de la MBG. Le traitement est toujours symptomatique, désordre hydroélectrolytique, IRA, défaillance respiratoire et anémie, ou spécifique, corticoïdes à forte dose, échange plasmatique, cyclophosphamide. Il s'agit d'une véritable urgence diagnostique et thérapeutique, le pronostic vital est en jeu compte tenu de l'atteinte pulmonaire. Le risque d'insuffisance rénale définitive est important. La GNRP de type 2 se fait par des causes multiples que nous avons vues dans le tableau 7. Et la GNRP de type 3, il n'y a pas de dépôt d'immunoglobuline dans les glomérules. Elles sont l'atteinte rénale des vascularites associées aux ANCA, la granulomatose avec polyangéite et la polyangéite microscopique.
Les signes généraux seront la fièvre, l'amaigrissement, les arthralgies, les myalgies, une hyperleucocytose, une CRP élevée. Les signes de vascularite sont le purpura vasculaire, le livédo, la toux, la dyspnée, les hémoptysies, les infiltrats pulmonaires, hémorragie intra-alvéolaire, douleurs abdominales avec diarrhée sanglante, épisclérite, monomultinévrite, rhinite croûteuse, épitaxis, ulcération nasale et pharyngée, sinusite, otite, nodules pulmonaires, tumeur rétro-orbitaire, pas de signe spécifique pour la polyangéite microscopique. Les signes rénaux se traduiront par une GNRP, insuffisance rénale rapidement progressive avec protéinurie et hématurie. Et l'histologie rénale sera une glomérulonéphrite avec prolifération extracapillaire et nécrose de la paroi des capillaires glomérulaires avec une absence de dépôt d'immunoglobuline en immunofluorescence. Pour la polyangéite microscopique, on aura des P en K, MPO dans 80% des cas, et pour la granulomatose avec polyangéite, on aura dans 90% des cas des C en K, antiprotéinase 3, PR3. Connaître les facteurs de gravité d'un syndrome de GNRP. Donc il s'agit d'une véritable urgence diagnostique et thérapeutique, le pronostic vital est en jeu compte tenu de l'atteinte pulmonaire, digestive, des complications aiguës de l'insuffisance rénale aiguë, détresse respiratoire par œdème pulmonaire et hypercalémie, le risque d'insuffisance rénale définitive est très important. Connaître les éléments cliniques et biologiques conduisant à suspecter une glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse. La forme typique est la GNA post-streptococcique, 2 semaines environ après un épisode infectieux ORL ou cutané non traité par antibiotiques ou insuffisamment traité. Le syndrome néphritique aigu est parfois mal toléré. Consommation du complément avec BSC3-C4. La biopsie rénale est réalisée en cas de doute diagnostique. Elle montre une prolifération endocapillaire diffuse avec afflux de cellules inflammatoires. Dans les formes sévères, une prolifération extracapillaire est associée. En immunofluorescence, on observe des dépôts de C3 mésangiaux et dans la paroi des capillaires glomérulaires qui sont des dépôts dits en ciel étoilé. Parfois des humps voluminodépôts extramembraneux sont vus en microscopie optique. Connaître les éléments paracliniques conduisant à suspecter une glomérulonéphrite aiguë post-infectieuse, il faut savoir demander le sédiment urinaire, la protéinurie et la fonction rénale. Il faut faire une recherche d'infection bactérienne, demander un dosage du complément et discuter de l'intérêt de la biopsie rénale chez l'adulte. Le syndrome néphritique aigu est parfois très mal toléré. La consommation importante du complément avec baisse du C3 et du C4, la biopsie est réalisée en cas de doute. Elle montre une prolifération endocapillaire diffuse avec afflux de cellules inflammatoires. Dans les formes sévères, une prolifération extracapillaire est associée. En immunofluorescence, on observe des dépôts de C3 mésangiaux et dans la paroi des capillaires glomérulaires. Parfois des humps sont vus en microscopie optique. Connaître les principes du traitement des principales glomérulopathies, autres que le SNLGM. Donc les GEM, 25% des cas rémission spontanée, 50% des cas rémission partielle avec persistance d'une protéinurie et dans 25% des cas persistance du syndrome néphrotique et insuffisance rénale chronique lentement progressive, traitement symptomatique et antiprotéinurique, les GEM primitives avec syndrome néphrotique persistant à 6 mois d'évolution ou avec insuffisance rénale font discuter un traitement par immunosuppresseur. Le traitement des GEM secondaires est basé sur le traitement de la COV. Aucun traitement n'existe ni n'est codifié pour la NIGA primitive, symptomatique et néphroprotecteur, corticoïde plus ou moins immunosuppresseur. Les GNRP, en étant des urgences thérapeutiques, sont traités symptomatiquement avec les désordres hydroélectrolytiques, IRA, défaillance respiratoire, anémie. Les traitements spécifiques sont des corticoïdes à forte dose, immunosuppresseurs ou biothérapie, ajout d'échanges plasmatiques pour les GNRP de type 1 et pour certaines formes graves de type 3. Les traitements associés sont les traitements adjuvants de la corticothérapie, éradication des foyers infectieux, prévention des infections opportunistes. Le traitement de la GN aiguë post-infectieuse est symptomatique. Néphropathie interstitielle. Connaître la présentation clinique d'une néphropathie interstitielle chronique. Durant
Devant une élévation de la créatinémie, les signes qui permettent d'aboutir au diagnostic de néphropathie interstitielle chronique peuvent être des données de l'interrogatoire, notamment une notion d'uropathie, des antécédents répétés d'infections urinaires et des prises médicamenteuses, des signes extra-rénaux liés à la cause de la néphropathie, signes évoquant une sarcoïdose, un syndrome de Sjögren ou une drépanocytose, des signes liés à la découverte d'une insuffisance rénale chronique ou d'une anomalie autre comme la protéinurie à faible débit, une hématurie microscopique ou une leucocyturie, une fréquente polyurie avec nicturie, la survenue d'une nécrose papillaire avec hématurie macroscopique isolée ou associée à une symptomatologie de colique néphrétique, l'absence d'hypertension ou l'apparition d'une hypertension plus tardive est moins sévère que dans les autres néphropathies chroniques. Reconnaître les signes biologiques évocateurs de néphropathie interstitielle chronique. Les examens complémentaires biologiques recherchent des signes évocateurs de néphropathie interstitielle chronique. Leucocyturie, absence d'hématurie le plus souvent, altération des fonctions tubulaires avec polyurie, natriurèse obligatoire entraînant une perte de sel, protéinurie de faible débit et composée majoritairement de protéines de bas poids moléculaire, acidose tubulaire proximale, distale ou hypercalémique secondaire à un hyporéninisme, hypoaldostéronisme. L'échographie rénale montre des reins de taille diminuée selon les causes. On peut également voir des reins bosselés avec des encoches, des reins de taille asymétrique, une réduction de l'épaisseur corticale, des calcifications intrarénales évoquant une néphrocalcinose. La biopsie rénale n'est habituellement pas réalisée à cause de la petite taille des reins et du contexte clinique, permettant souvent de poser le diagnostic sans histologie. Si elle est réalisée, la biopsie rénale permet le diagnostic de néphropathie interstitielle chronique, mais elle permet rarement d'en identifier la cause. Connaître les principaux mécanismes de néphropathie interstitielle chronique: urologique, médicamenteuse, toxique, génétique, dysimmunitaire, métabolique, hématologique ou infectieuse. Connaître les principales causes des NIC urologiques, médicamenteuses et métaboliques. Donc, les causes de néphropathie interstitielle chronique urologique sont les uropathies obstructives, le reflux vésico-urétéral, parfois compliqué de lésions glomérulaires de hyalinose segmentaire et focale, les lithiases. L'infection urinaire joue également un rôle important dans le développement des néphropathies interstitielles chroniques d'origine urologique. Les principales causes de néphropathie interstitielle chronique médicamenteuses sont analgésiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine au long cours, lithium, antinéoplasique, inhibiteur de la calcinérine. Métaboliques sont néphrocalcinose avec une hypercalcémie chronique, une hypocalémie chronique, une hyperuricémie et d'autres causes plus rares comportent des causes toxiques: plomb, cadmium, irradiation, herbe chinoise. Des causes génétiques avec des mutations de l'uromyoduline, des causes dysimmunitaires, Sjögren, sarcoïdose, néphropathie interstitielle et tubulaire avec uveites, maladies associées à des hyper-IgG4, causes hématologiques avec une immunoglobuline monoclonale avec ou sans myélome, une drépanocytose, les causes infectieuses tuberculose, pyélonéphrite, xanthogranulomatose. Les néphropathies vasculaires. Connaître les différents types de néphropathie vasculaire. Les néphropathies vasculaires regroupent des maladies hétérogènes caractérisées par une atteinte des vaisseaux rénaux. Certaines maladies impliquent les gros vaisseaux, obstruction des artères rénales, d'autres les petits vaisseaux, néphro-angiosclérose, CHU et maladie des emboles de cristaux de cholestérol. L'HTA est souvent au premier plan. Elle peut être la cause ou la conséquence de la maladie rénale. Les néphropathies vasculaires peuvent être classées selon leur vitesse d'évolution ou leur localisation de l'atteinte rénale. Donc, les néphropathies vasculaires aiguës ou rapidement progressives, on a le CHU ou le PTT, les néphroangioscléroses maligne ou hypertension maligne, embole de cristaux, occlusion aiguë d'une des artères rénales avec un infarctus rénal, une périarthrite noueuse macroscopique, une crise aiguë sclérodermique. Les néphropathies vasculaires évoluant sur un mode chronique, sténose de l'artère rénale, néphroangiosclérose bénigne et le SAPL.
Définition du syndrome de microangiopathie thrombotique. Le syndrome de microangiopathie thrombotique répond à une définition biologique associant une anémie hémolytique, aptoglobine effondrée LDH élevée, de type mécanique avec des schizocytes, une thrombopénie de consommation à laquelle est associée une ou plusieurs dysfonctions d'organes. Il correspond sur le plan histologique à la lésion de glomérulonéphropathie thrombotique, de microangiopathie thrombotique. Connaître les causes de microangiopathie thrombotique. Donc on a le CHU typique avec des entérobactéries productrices de Shiga-like toxins, E. coli 0157, H7, Salmonelle et Shigella. Le CHU atypique, mutation des gènes codant pour une protéine du complément C3, facteur H, facteur I, CD46 ou anticorps anti-facteur H, mutation du gène de la thrombomoduline, des infections septicémie, VIH, H1N1, des médicaments représentés par la mitomycine C, la gencitabine, la cyclosporine, le tacrolimus, les anti-VEGF, l'HTA maligne, l'éclampsie, une maladie dysimmunitaire, les cancers et le purpura thrombotique, thrombocytopénique avec auto-anticorps anti-ADAM13 ou déficit génétique en ADAMTS13. Connaître la définition du syndrome hémolytique et urémique. Le syndrome hémolytique et urémique correspond à un tableau d'insuffisance rénale aiguë associé à un syndrome de MAT. Dans le cas d'un CHU typique, ce tableau de CHU s'inscrit dans un contexte de diarrhée souvent sanglante à entérobactéries sécrétrices d'une Shiga-toxine, E. coli, Shigella, typiquement chez l'enfant, sous forme d'une petite épidémie. Connaître les modalités du diagnostic du CHU typique. Association d'une insuffisance rénale aiguë, d'une anémie hémolytique et d'une thrombopénie suite à une contamination alimentaire responsable de diarrhée sanglante. Le diagnostic est confirmé par l'isolement de la souche de STEC ou détection par PCR de gènes codant pour les Shiga-toxines dans les selles. Le CHU atypique survient plus volontiers chez l'adulte sans diarrhée et est lié le plus souvent à une anomalie de la voie alterne du complément acquise ou génétique, souvent récidivante, notamment après transplantation rénale, et dont le pronostic est souvent beaucoup plus sévère. Le traitement repose sur les échanges plasmatiques et ou l'inhibition du complément. Savoir évoquer le diagnostic de sténose de l'artère rénale. Deux types de sténose, athéromateuse, 90% des cas, hommes supérieurs à 45 ans, athéromateux, multiples avec HTA, obésité, diabète, tabac. Les lésions proximales sont près de l'ostium et souvent bilatérales avec dilatation post-sténotique et le risque de thrombose est très élevé. La fibrodysplasie de la média, 10% des cas, femmes entre 25 et 40 ans, pas de facteur de risque cardiovasculaire, les lésions distales, collier de perles, bilatérales et le risque de thrombose est très faible. Connaître les deux principales causes de sténose de l'artère rénale. Donc c'est encore une fois la même chose, donc je ne le redirai pas. Connaître la démarche diagnostique d'une sténose de l'artère rénale. Donc échographie rénale, on verra une asymétrie de la taille des reins, un Doppler des artères rénales qui est disponible avec une bonne sensibilité. On analyse les flux, on mesure les index de résistance qui est une valeur prédictive de réponse au traitement. Elle est limitée chez l'obèse et par l'expérience du radiologue. La tomodensitométrie visualise les artères rénales. Elle met en évidence des calcifications, elle a une bonne définition. La toxicité rénale des produits contrastes iodés est à redouter, ainsi que l'irradiation. L'angio-IRM est un accès plus restreint et surestime les lésions. Il n'y a pas de toxicité rénale du gadolinium. L'artériographie rénale est l'examen de référence. Elle a un intérêt diagnostique et thérapeutique. On injecte de l'iode avec une toxicité rénale et on peut risquer les syndromes des emboles de cholestérol. Connaître l'infarctus rénal, la sténose de l'artère rénale, la néphroangiosclérose bénigne, la maladie des emboles de cristaux de cholestérol. Donc l'infarctus rénal est une occlusion aiguë d'une artère rénale ou une de ses branches qui peut survenir sur une anomalie de la paroi vasculaire, dissection de l'artère rénale par embolie artérielle, fibrillation auriculaire, valvulopathie ou liée à une thrombophilie. La maladie des emboles de cholestérol est une maladie liée à l'obstruction d'artérioles et de capillaires par des cristaux de cholestérol après rupture d'une plaque d'athérome, souvent révélée par des signes cutanés. La néphroangiosclérose bénigne est une néphropathie chronique vasculaire, conséquence tardive d'une HTA ancienne et insuffisamment contrôlée.
Cette pathologie peut aboutir à une insuffisance rénale terminale. Elle correspond sur le plan anatomique à une oblitération progressive des petits vaisseaux par une endartrite fibreuse. Connaître les modalités de diagnostic de l'infarctus rénal, de la néphroangiosclérose bénigne, de la maladie des embolies de cholestérol. Donc l'infarctus rénal, le tableau est brutal et peut associer des douleurs lombaires mimant la colique néphrétique ou une douleur abdominale, une hématurie macroscopique, une poussée hypertensive, une anurie si l'occlusion est bilatérale ou sur un unique, une fièvre, la biologie, élévation des LDH, élévation variable de la créatinémie, syndrome inflammatoire. Le diagnostic est confirmé par une tomodensitométrie spiralée ou angio-IRM ou une artérographie. C'est une urgence car la revascularisation par angioplastie intraluminale ou chirurgicale n'est réalisable qu'au cours des premières heures qui suivent l'occlusion. Les alternatives thérapeutiques sont les fibrinolytiques ou les anticoagulants. Néphroangiosclérose dite bénigne. Il s'agit souvent d'un diagnostic d'exclusion sans éléments spécifiques et qui repose sur un faisceau d'arguments: terrain, vasculaire, cardiovasculaire, facteur de risque, sujet âgé, HTA ancienne, qui se traduit par une hypertrophie gauche, une rétinopathie hypertensive, une insuffisance rénale chronique lentement progressive, un syndrome urinaire pauvre, pas d'hématurie ni de leucocyturie, une protéinurie qui est absente ou modérée, des reins de taille normale ou diminuée selon le degré d'insuffisance rénale, de taille symétrique, de contour harmonieux, sans sténose des artères rénales. Maladie des emboles de cristaux de cholestérol, le diagnostic repose sur l'association d'un terrain athéromateux, d'un facteur déclenchant et du tableau clinique. Mode de présentation des emboles de cristaux de cholestérol. Facteur déclenchant, terrain athéromateux, chirurgie aortique, artériographie, réalisée quelques jours à quelques semaines avant l'apparition des premiers signes. Traitement anticoagulant ou thrombolytique. Les signes cliniques sont souvent décalés de quelques jours ou semaines du facteur déclenchant. On retrouve une insuffisance rénale aiguë, des orteils pourpres, un livédo, une gangrène distale, une asthénie, des myalgies, un signe d'ischémie mésentérique, des signes neurologiques, AVC, AIT ou syndrome confusionnel, des troubles de la vision, les signes biologiques, syndrome inflammatoire, éosinophilie, hypocomplémentémie. Ces deux derniers signes sont inconstants. Le diagnostic doit être confirmé par un des trois examens suivants qui peut mettre en évidence les cristaux: fond d'œil, biopsie cutanée d'un livédo, risque de non-cicatrisation, ou une biopsie rénale. Elle montre l'occlusion des artérioles de petit calibre par les emboles de cristaux de cholestérol, avec au voisinage une réaction inflammatoire importante.